Donc, notre sujet ce matin est donc celui-là, l'impact de la politique monétaire sur la répartition des revenus et des patrimoines. C'est un sujet qui m'a intéressé depuis quelques années et qui est devenu, non pas grâce à moi, mais grâce à notre collègue Piketty de l'école économique de Paris, qui est devenu un sujet à la mode. Donc avant, c'était un sujet auquel sont intéressés les spécialistes tels que Piketty, souvent avec un agenda politique très particulier tel que Piketty, parce que ça c'est assez évident. Et les Autrichiens ne sont pas prononcés comme la plupart des autres économistes, ne sont pas vraiment intéressés à ces questions-là de distribution des revenus, distribution des patrimoines, etc. C'est vraiment, il y a un clivage sociologique au sein de la profession des économistes. Ceux qui ont un agenda ou mettant des orientations politiques plutôt de gauche, donc interventionnistes, étatiques, etc., sont toujours intéressés à ces questions-là. Tandis que les autres, plutôt d'une orientation libérale, en tout cas pas nettement interventionniste, étatiste, etc., en règle générale, ils négligent ça parce que si on regarde comment est-ce que les autres gagnent, comment est-ce que, quelle est la richesse des autres, on est très proche donc, de l'envie, etc., on ne peut pas se mener soi-même en tentation. Il y a des sujets plus intéressants, notamment la grande question de la création des richesses. Donc c'est plus important de créer des richesses que de s'occuper de la question comment est-ce que les richesses sont distribuées. Donc même chose pour les économistes autrichiens, et pourtant, donc, les économistes autrichiens, au contraire de quasiment tous les autres, ont toujours souligné les effets de la création monétaire sur la distribution des revenus. Ce sont donc les fameux effets cantillons dont nous avons déjà parlé hier. Donc une augmentation de la masse monétaire entraîne une redistribution des revenus réels en faveur des premiers utilisateurs, des premiers bénéficiaires de cette nouvelle monnaie et au détriment des derniers utilisateurs. Donc ça c'est un sujet qui a toujours été, donc, qui fait partie donc, du bagage intellectuel des Autrichiens, mais en règle générale ça ne va pas au-delà de ça. Et sinon donc théorie de la distribution, c'est assez standard aussi en ce qui concerne les Autrichiens. Donc, moi, ces dernières années, puisque je m'étais davantage intéressé à la théorie du capital et aussi à la théorie financière, donc macroéconomie financière, c'était un sujet qui est inévitable, parce que, donc, notamment lorsqu'on ne s'intéresse pas juste à la proportion entre économie réelle et économie financière, mais aussi à la structure financière, forcément on tombe sur les questions qui touchent à la distribution des patrimoines. Donc j'avais dans l'ouvrage que j'ai évoqué hier, j'avais effectivement donc un chapitre consacré à la discussion donc des mécanismes par lesquels la production de monnaie fiduciaire a un impact sur la distribution des revenus et des patrimoines. Mon ouvrage était publié avant celui de Piketty. Je n'ai pas eu tout à fait le même impact, je n'ai pas tout à fait la même qualité probablement aussi. Donc, voilà. Et j'arrivais pas aux bonnes conclusions, je crois. Donc voilà, ça c'est une autre question. Ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, donc je vais commencer par considérer donc l'état factuel des choses, donc quelques traits saillants donc relatifs à la distribution des revenus et des patrimoines. Et puis, je vais en fait inverser les deux points suivants. Je vais parler donc d'abord de l'interventionnisme et les inégalités. Et s'il reste du temps, bonjour, je vais revenir à Thomas Piketty donc pour souligner, donc voilà, donc alors pour souligner quel est son argument et souligner donc les faiblesses de son argumentation. Alors, donc commençons avec l'évolution récente relative à la distribution des revenus et des patrimoines. Je commence avec deux pièces tirées de la presse financière. Donc, comme certains d'entre vous aussi, je suis lecteur régulier
des sites habituels d'information financière, notamment Zero Hedge. Site très intéressant, et ils sont très influencés aussi par la pensée autrichienne, pas tous les contributeurs, mais certains d'entre eux. Donc il y a toujours donc, des éléments d'information qui sont intéressants de ce point de vue-là, mais aussi d'une portée plus large. Donc il y a, entre autres, il y avait l'année dernière, je crois, donc là c'est effectivement donc, novembre 2013, ce diapo qui montre quoi? Qui montre l'évolution de l'indice, l'évolution boursière donc des actions de deux types de sociétés, des sociétés qui servent une clientèle haut de gamme, donc une clientèle aisée, donc ça c'est les sociétés Tiffany, Coach et LVMH que nous connaissons bien donc en France, et d'un autre côté on a des sociétés qui servent une clientèle plutôt moyenne, voire faible revenu. Donc ce sont des sociétés, donc Macy's, Kohl's, JCPenney. Donc c'est même pas Galeries Lafayette, c'est quoi? C'est H&M, etc. Donc, en Europe. Donc on voit ici qu'il y a donc depuis 2003, donc ça c'est donc l'origine, donc on prend l'indice, donc l'évolution du cours. Et les deux types de sociétés donc, se développent, donc il y a hausse des actions, ce qu'on peut expliquer aisément donc, par la hausse conjoncturelle. Donc il y a une bulle qui se développe, etc. Et la bulle éclate donc en 2008. Donc, jusque-là, il y a donc évolution un peu en parallèle, et encore donc les sociétés haut de gamme se sont développées un peu mieux déjà que les sociétés qui servent la clientèle bas de gamme. Et puis donc effondrement dans les deux cas, et on observe donc depuis 2009, la fin de 2008, donc une très nette progression des cours des sociétés donc, qui servent la clientèle haut de gamme, et une progression moins nette ou plutôt languissante des cours des autres actions. Donc ceci suggère que effectivement le chiffre d'affaires et les profits du premier type de société a progressé beaucoup plus fortement que dans le deuxième cas. Et donc ceci suggère donc effectivement oui, donc il y a l'écart des revenus qui s'est développé, notamment, et ça c'est très rare au cours d'une période relativement courte et récente. Une autre pièce d'information intéressante, donc ici on a les rémunérations, donc les salaires payés dans la ville de New York. Donc, vous voyez donc la source tout en bas, c'est le New York State Department of Labor, donc le ministère du travail de l'État de New York. Et ils ont donc repéré les salaires moyens dans la ville de New York City pour le secteur financier d'un côté, et puis la moyenne pour tous les autres secteurs d'un autre côté. Donc, le secteur financier, c'est en bleu, tous les autres secteurs, c'est en rouge. Donc, vous voyez, donc, dès le début, donc, les données à partir de 1981, donc ça va jusqu'en 2012, 1981 déjà, donc, dans le secteur financier, c'était plus élevé. C'est normal, hein, ce n'est pas le niveau qui nous intéresse, c'est l'évolution. Donc c'est normal que dans certains métiers, les revenus sont plus élevés. Si vous regardez la moyenne des rémunérations des médecins, ben, elle est plus élevée que la moyenne des rémunérations des boulangers. Voilà, donc il y a une explication, donc il y a un service à forte valeur ajoutée, il faut faire de longues études, etc. pour arriver à ce résultat. Donc voilà, donc ça c'est justifié, on l'explique. Ce qui est frappant, c'est donc l'écart qui se développe entre le secteur financier d'un côté et donc tout le reste de l'économie dans les années qui suivent. Donc les rémunérations dans le secteur financier augmentent beaucoup plus fortement que dans les autres secteurs. Donc au début, c'était à peu près donc, le double. Hein, et encore, donc, vous voyez, donc, si on avait gagné un revenu moyen donc, dans le secteur financier, on gagnait donc 40 000 $, début des années 80, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est la rémunération d'un boulanger. Et donc là, donc, vous voyez, donc, la moyenne, hein, donc la moyenne dans les années 2010, 2011, 2012, c'était au-dessus de 350 000 $. C'est quand même intéressant.
Donc on comprend pourquoi il y a la ruée vers la Wall Street, vers ces professions-là. Tandis que donc, dans le reste de l'économie, ça a progressé beaucoup moins nettement. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, pour un Autrichien, donc là, on se demande quel pourrait être le rapport avec la monnaie. Et effectivement, donc, l'hypothèse est là, mais oui, il devrait y avoir un lien, parce que justement, New York, c'est la place où intervient la Federal Reserve Bank of New York. Donc la Banque centrale américaine est organisée de la manière suivante. Elle a donc un bureau qui est le Board of Governors et qui siège à Washington. Et puis, elle a 12 succursales. Donc, à l'origine, donc, il y avait une structure fédérale. C'était toujours un peu l'affiche. C'était jamais, dans les faits, dans l'opération, c'était jamais fédéral, mais c'était nécessaire à l'époque pour gagner le support politique des Américains. Donc on avait implanté un peu partout sur le territoire américain des succursales en fonction de l'activité économique en 1913. C'est pour ça que sur la côte ouest, il y a une seule banque fédérale, c'est la Fed de San Francisco, tandis qu'il y en a beaucoup sur la côte est. Donc, il y a 12 succursales, mais il y a une qui joue un rôle très particulier, qui est celle de New York. Donc la New York Fed a en effet la tâche d'effectuer les opérations open market. C'est-à-dire c'est elle qui achète et qui vend les titres financiers, notamment donc, les obligations d'État et les bons de trésor, qui étaient donc jusqu'à récemment, jusqu'au moment où ils ont commencé à acheter tout n'importe quoi, sauf les vélos, peut-être pour le moment, mais ça va venir sans doute. Ils ont commencé à acheter les titres donc, privés, les ABS, etc. Donc, jusqu'à récemment, c'était essentiellement les obligations d'État, les bons de trésor. Et donc, ça s'est fait à New York. Et même donc aujourd'hui, ils achètent autre chose, mais ça se fait toujours à New York. Donc, si on y pense, donc, la masse monétaire, lorsqu'elle est augmentée, lorsque la monnaie est créée, ben, cette monnaie est vendue d'abord sur le marché de New York. Donc, pour un Autrichien, ben, on pense tout de suite, ben voilà, c'est normal, c'est ça, on voit à l'œuvre les effets cantillons. C'est normal que les salaires augmentent bien plus fortement à New York qu'ailleurs, et notamment dans le secteur financier d'abord, parce que c'est là où les revenus sont perçus d'abord. Voilà, donc on n'a aucun mal à expliquer ça d'un point de vue autrichien, parce que sinon on a un peu plus de mal. Ah oui, là c'est la finance, c'est la Wall Street. Non, c'est pas la finance, c'est pas la Wall Street en tant que telle. C'est la présence de la Banque centrale. Et qui provoque deux effets. D'un côté, c'est ce que je vais expliquer par la suite, d'un côté donc une croissance surproportionnelle, un peu artificielle des marchés financiers, qui va de pair avec une augmentation très particulière, donc des rémunérations. Bon, maintenant, quelques diapos avec donc des données tirées des statistiques officielles, c'est-à-dire avant c'était donc c'est-à-dire là aussi c'était le New York State Department of Labor, donc mais ici donc on a des données nationales qui proviennent donc du Bureau of Economic Analysis, voire de la Banque centrale. Donc on a ici donc d'abord donc le ratio Gini qui donc un indicateur très fréquemment utilisé pour les économistes et parfois uniquement, il y a très peu d'autres indicateurs utilisés pour évaluer la distribution des revenus, voire des patrimoines. Donc ici on a donc le ratio Gini des revenus. Donc plus élevé est ce ratio, moins inégale est la distribution des revenus. Plus il est faible, s'il est zéro, donc ça veut dire qu'on a une société communiste où tout le monde a exactement le même revenu. S'il est à 1, ça veut dire qu'il y a une famille qui possède tout, c'est-à-dire qui gagne tous les revenus dans la société et les autres n'ont rien. Donc là, on est donc à mi-chemin. Ici, donc, ça donne
une impression dramatique. Donc il y a la hausse, donc on voit, donc, vous voyez, donc il y a une hausse à partir de la fin des années 1960. Donc il y a une très nette progression du coefficient de Gini des revenus, c'est-à-dire la distribution des revenus est devenue plus inégalitaire depuis la fin des années 1960. Encore, en tant qu'Autrichien, intuitivement, ça ne nous pose aucun problème d'explication, parce qu'on a une hypothèse. Il y a peut-être d'autres facteurs qui entrent en jeu aussi, mais il y a un facteur auquel on pense tout de suite, en premier lieu, c'est le système monétaire. Parce qu'on avait justement, en 1971, l'abandon de l'étalon or, et depuis lors, donc, une monnaie purement fiduciaire qui a été produite en quantité plus grande que la masse monétaire précédente. Donc, on voit ici un reflet dans la distribution des revenus. Pour relativiser ça, donc on a ici Gini, ici le temps. Il faut tenir compte du fait qu'on a ici juste un extrait de l'échelle. Donc on est ici donc, à 0,34 et ça va jusqu'à 0,46. Et donc ça peut aller jusqu'à 1. Et vous voyez, donc on se place ici. On est là. Il ne faut pas exagérer non plus. On n'est même pas proche de traverser le plafond. C'est juste un petit extrait de l'échelle. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, on est sur la voie d'une économie bananière. C'est-à-dire peut-être on est en route, mais on n'est pas encore arrivé. Donc il y a justement des pays bananiers, avec des républiques bananières, etc., où la distribution des revenus est bien plus inégale. Donc, la plus grande inégalité des revenus ne se trouve pas dans les pays riches, avancés, tels que les États-Unis, etc., mais typiquement dans les pays pauvres. Donc, si vous regardez le bas de l'échelle, tel que Argentine, etc., Argentine, la distribution des revenus est très inégale. Donc là, vous avez des personnes telles que la famille de la présidente actuelle, donc qui clament toujours contre l'impérialisme des Américains, etc. Bon, les Américains sont des impérialistes, c'est vrai, mais voilà, ce sont toujours les autres, sont les méchants, etc. Et elle, c'est la protectrice de la population démunie, mais le fait est qu'elle fait partie d'une couche très très riche, très très aisée, qui est en grand écart avec le reste du pays. Donc on a cette évolution-là, donc ça c'est intéressant. Puis il y a un autre indicateur qui est utilisé souvent par les spécialistes des questions de distribution. D'ailleurs, donc le Gini, vous pouvez le calculer pour les revenus, mais aussi pour les patrimoines. Il est calculé pour certains pays qui ont des grands bureaux statistiques. Il le recalcule tous les 3 ans. Donc aux États-Unis, il est recalculé tous les 3 ans, mais donc c'est une information qu'on a uniquement tous les 3 ans. Parce qu'il faut vraiment regarder de plus près que la distribution des revenus. La distribution des revenus, c'est autre chose que le niveau des revenus. Le niveau des revenus, on a des données trimestrielles. Donc là, on a ça régulièrement. Distribution des revenus tous les 3 ans. Distribution des patrimoines également tous les 3 ans. C'est la distribution des revenus. On pourrait l'avoir plus fréquemment. La distribution des patrimoines tous les 3 ans. Et certains pays ne calculent pas donc, ce Gini. Donc, par exemple, en France, on n'a pas, il n'y a pas d'information officielle sur le Gini de la France. Ni Gini des revenus, ni Gini des patrimoines. Je ne connais pas l'explication. Bon, ça, c'est une autre question qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc ici, un autre indicateur qui est le rapport entre le revenu moyen et le revenu médian. Donc pour ceux d'entre vous qui sont éloignés donc, du monde universitaire, qui ne sont pas constamment occupés par des questions statistiques, etc., donc le revenu médian, c'est donc le revenu gagné par la famille ou par le ménage qui se trouve juste au milieu donc, de la population. Si on alignait tous les ménages dans l'ordre de leurs revenus, on prend ceux qui sont juste au milieu, donc ça c'est le ménage médian. Donc leur revenu comparé à la moyenne. Donc si
la moyenne est inférieure au médian, et théoriquement ça peut arriver, donc ça veut dire que donc, les grands sauts de différence interviennent dans la moitié basse des revenus. D'accord? Il y a un grand saut là, c'est pour ça que donc, la moyenne est inférieure par rapport au médian. En pratique, donc, nous observons que la moyenne est, donc, aux États-Unis, mais aussi en France, plus élevée que le médian. Donc ça veut dire que le grand saut de l'évolution des revenus, ou de la distribution des revenus, intervient dans la moitié des revenus plus élevés. Donc ici, donc, pour les États-Unis, ce ratio était en 1969 1,14. Voilà. Donc ce niveau, voilà. Donc ça c'est le point de départ. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est la distribution. C'est l'évolution. Et ce que nous observons, c'est donc une hausse de ce ratio à travers le temps. C'est-à-dire, ceci indique que effectivement les revenus des 50% des familles les plus aisées, avec les revenus les plus élevés aux États-Unis, ont évolué plus fortement que les revenus des 50% moins aisés aux États-Unis. C'est intéressant. Et justement, donc, je n'ai pas de données avant 1969, sinon je vous les aurais présentées. Donc c'est ce qu'on a. Hein. Donc il y a une très nette progression, et encore, en tant qu'Autrichien, on n'aurait pas de mal à expliquer ça sous l'impact de l'abandon du système de Bretton Woods. On a ici la même chose non pas pour les revenus, mais pour les patrimoines. Alors nous observons quelque chose qui est très intéressant, à savoir, premièrement, donc, le ratio est plus important. Il est plus important, donc il est déjà en 1969, il est 3,65. Donc la moyenne est 3,65 fois plus élevée, 365% plus élevé que le médian. Bon, mais ça c'est le point de départ. Hein, c'est probablement normal que voilà, il y a justement les ménages à faible revenu, etc., ont du mal à se constituer une épargne, à se constituer un capital. Ils sont peut-être moins bien instruits, moins ambitieux dans leurs activités, donc forcément ils ne se constituent pas une fortune comme ceux qui ont des revenus plus élevés. Voilà, toutes sortes d'explications qu'on peut donner à ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution encore. Et l'évolution montre donc une progression encore de ce ratio, mais bien plus fort que sur le plan des revenus. C'est ça qui est frappant. Donc vous voyez, donc, de 69 à 89, donc il y a déjà une progression qui est plus forte que dans le cas des revenus, mais qui, qui accélère encore dans les années qui suivent, et notamment, et ça c'est ce qui est fascinant, donc, entre 2007, donc éclatement de la crise, et 2010. Donc il y a un grand saut en juste 3 ans. Et ici, donc, en tant qu'Autrichien, encore, on n'est pas démuni intellectuellement, hein, on n'est pas sans idée ce qui pourrait être la cause. Donc, on a une hypothèse très forte que c'est que justement, on a ouvert les vannes de la politique monétaire, hein, et on a donc favorisé peut-être les patrimoines financiers, qui sont très marqués aux États-Unis, comme je l'avais évoqué hier, aux dépens, donc relativement aux autres formes de patrimoine. Et puis, encore un dernier ratio. Bon, ça, il est moins fréquemment utilisé, mais je l'ai calculé. C'est le ratio entre le revenu et le patrimoine. Le ratio entre le revenu et le patrimoine net des ménages américains. Donc, cet indicateur nous dit quelque chose sur le rapport entre le domaine financier, entre la sphère financière, la sphère du patrimoine et l'économie réelle, donc qui crée des biens et des services annuellement. Donc c'est normal que le patrimoine soit un multiple du revenu. Parce que le revenu, c'est juste la richesse créée dans la période courante,
tandis que le patrimoine résulte de l'accumulation de beaucoup d'années, et parfois donc de l'héritage, donc richesse héritée, donc des générations précédentes. C'est tout à fait normal donc, que le patrimoine soit un multiple du revenu, notamment dans les sociétés qui ne vivent pas une existence de subsistance, donc existence de main dans la bouche, mais où il y a un certain capital accumulé, etc. On regarde autour, en France, il y a quand même beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup d'infrastructures. C'est normal que la valeur de tous ces biens-là soit un multiple des revenus annuels. Et puis, nous observons donc une chose très intéressante, c'est à savoir une progression de ce ratio. C'est-à-dire, la valeur monétaire du patrimoine augmente. Alors ici, j'ai pris donc les patrimoines moyens et les revenus moyens. J'aurais pu prendre la même chose pour le médian, ça aurait donné des résultats similaires, mais moyen, c'est donc plus représentatif. Et nous voyons donc une progression très nette qui culmine donc pour le moment en 2007 avec un ratio de presque 8. Donc on peut dire, voilà, donc, les Américains ont vraiment accumulé beaucoup de richesses, ils ont fait un énorme effort d'épargne, etc. Et puis, si on regarde de plus près, on voit que le taux d'épargne justement des ménages dans la période sous considération était très faible. Donc, les Américains n'ont quasiment rien épargné à partir du revenu courant. Donc peut-être ils ont été des génies de l'investissement, donc ils ont tout accumulé à partir des entreprises, etc. Ça c'est une possibilité, évidemment. Mais encore, donc, je vais présenter donc, une autre explication dans la suite. Il y a un aspect que je souhaite souligner maintenant, c'est un aspect très pratique. En 1969, donc un ratio de 4,1 signifie que donc il faudrait, pour accumuler une richesse, un patrimoine moyen, il aurait fallu épargner 4 rémunérations annuelles. C'est la signification de ce chiffre-là. Donc il faudrait donc pas consommer du tout, juste accumuler. Donc au bout de 4 ans, donc on aurait, avec un revenu moyen, on aurait donc accumulé un patrimoine moyen. Donc en pratique, ce n'est pas possible parce qu'on a donc, la contrainte de l'estomac, donc il faut dépenser à la consommation, même la plus grande partie. Donc, mettons, on a un taux d'épargne de 10%, donc ça veut dire, donc en 1969, il aurait fallu donc espérer d'attendre 40 ans jusqu'à ce qu'on accumule un patrimoine moyen avec une rémunération moyenne, ce qui correspond donc à une vie de travail, 40 ans à peu près. Ou, si le taux d'épargne est plus élevé, donc, si on si on épargne 20% à partir d'un revenu, à ce moment-là, donc 20 ans pour accumuler un patrimoine moyen. Voilà. Donc, en 2007, ce ratio est donc presque 8. Donc, ça veut dire qu'avec un taux d'épargne de 10%, il aurait fallu 80 ans pour accumuler un revenu moyen à partir d'un revenu. Un patrimoine moyen à partir d'un revenu moyen. Alors on hésite. Alors, 80 ans, normalement, ce n'est pas possible. Donc, il faut donc, clairement travailler plus longtemps, mais travailler 80 ans, quoi qu'on dise, donc, nos ministres des Finances et de l'économie, il faut travailler plus longtemps, c'est-à-dire même en France, ils commencent à dire ça. On ne va pas y arriver très, très rapidement, donc ça ne va pas être possible. Donc, soit il faut donc travailler plus longtemps, mais ça c'est trop, ou il faut épargner beaucoup plus. Donc, il ne suffit plus d'épargner. Comment ? Oui, mais pas en moyenne. Individuellement, oui, mais pas en moyenne. On hérite quoi ? On hérite... Oui, tout à fait, on va y arriver. Oui ? Oui. Donc, ce sont les actifs financiers et non financiers détenus par les ménages, moins les dettes. Voilà, donc, alors, là, pour le moment, c'est juste pour souligner, voilà, donc, il y a donc un écart qui se développe entre l'économie réelle d'un côté et
les patrimoines d'un autre côté. Donc les patrimoines s'envolent par rapport à l'économie réelle aux États-Unis. Donc pour les pays européens, on n'a pas les données. Grâce aux États-Unis, c'est le paradis des économistes parce qu'on a les données, les longues séries temporelles, donc depuis 1950 en règle générale, mais parfois des données encore plus longues. Pour la structure des secteurs bancaires, on a des données jusqu'à l'an 1834. C'est le paradis. En Europe, c'est beaucoup plus pénible de trouver ces données-là. Donc il faut donc un investissement énorme tel que l'a fait Thomas Piketty pour construire ces séries temporelles longues. Et même lui, donc, il a pu construire ces séries temporelles. C'est une critique qui est souvent adressée à son travail, uniquement grâce à certaines hypothèses plus ou moins héroïques. C'est ce qu'on appelle une hypothèse héroïque lorsqu'elle est très forte. Bon, alors, je vais sauter ça. Vous ne regardez pas. Non, 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 non. Hop, 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 hop. On se tourne vers l'interventionnisme. D'accord. Alors, interventionnisme. Donc, la thèse que je vais présenter maintenant, c'est donc cette inégalité croissante est une conséquence de l'interventionnisme. C'est peut-être pas la seule cause qui est ici à l'œuvre. Mais c'est vrai, d'un point de vue de l'économie classique et de l'économie autrichienne, on aurait du mal à expliquer pourquoi il devrait y avoir une divergence grandissante entre les revenus. Et encore sur le plan de l'économie mondiale, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays où donc les revenus et les patrimoines sont les plus élevés, la distribution des revenus est en règle générale la moins inégale. C'est ce que nous observons. Donc, d'où viennent donc ces inégalités un peu exceptionnelles? Donc, il est normal pour un économiste autrichien de penser à l'interventionnisme. Interventionnisme est donc une intervention au sens de von Mises. C'est donc une commande issue d'un gouvernement, l'emploi de la force ou d'une menace de force, donc d'expropriation, afin d'inciter les citoyens à utiliser leur propriété autrement qu'ils l'auraient fait s'ils avaient été complètement libres. Et donc l'interventionnisme peut prendre beaucoup de formes différentes. Donc il y a notamment donc, la taxation, donc c'est une forme d'interventionnisme, mais aussi la réglementation. Réglementation très forte. Et puis, il y a aussi la création monétaire ex nihilo. Et c'est justement donc l'insistance sur ce dernier point qui est caractéristique de l'école autrichienne aujourd'hui, tant que les autres ne se réveillent pas et suivent les Autrichiens. Ils sont peut-être en train de se réveiller, parce que si vous regardez donc, les économistes néoclassiques, etc., ils connaissent quand même les autres formes d'intervention. Il y a des effets parfois négatifs sur le fonctionnement de l'économie. Donc, la taxation des revenus est peut-être nécessaire, mais elle crée quand même des effets négatifs sur la production de richesses, et aussi sur la distribution des revenus. Réglementation de l'économie, c'est la même chose. Donc là, on est d'accord. Mais les Autrichiens sont les seuls, là, pour le moment, ou à peu près, qui soulignent donc les effets de la création monétaire ex nihilo, qui est donc particulièrement forte dans un système monétaire tel que nous l'avons aujourd'hui, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Il n'y a aucun pays que je connaisse qui utilise une monnaie marchandise, comme à l'ancienne. Donc, tous les pays ont une monnaie fiduciaire. Une monnaie fiduciaire peut être créée ad libitum, tant qu'on en veut. Et ceci est renforcé encore par la présence donc, de banques à réserve fractionnaire. Donc, il y a une deuxième couche de création monétaire qui est donc soutenue par la création de monnaie de base de la part des banques centrales. Okay. Donc, quelles sont les conséquences qui en résultent? Donc, on a donc, en premier lieu donc, les effets cantillants dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire un impact sur la distribution des revenus. Ça, c'est clair.
Donc, plus forte est la création monétaire, plus grande devrait être donc cet effet. Et il se combine toujours avec d'autres causes qui s'exercent au même moment. Donc, il devrait, lorsque la création monétaire est très forte, ceci devrait se traduire dans les statistiques. Et on a vu, donc, voilà, en tout cas, ce qu'on observe en pratique, l'évolution des coefficients de Gini, etc., est tout à fait en cohérence avec cet enchaînement causal. Deuxièmement, maintenant, si on ne pense plus aux revenus, mais on pense au patrimoine. Il y a donc l'effet que j'ai décrit hier, à savoir que dans un système de monnaie fiduciaire, où donc la création monétaire est toujours poussée à tel point que les taux d'inflation deviennent positifs, donc les taux d'inflation prix deviennent positifs, il y a une très forte désincitation à la thésaurisation. Et donc, du coup, il devient suicidaire de détenir de l'épargne sous forme de cash. Donc, on ne thésaurise plus. C'est-à-dire, il y a toujours des grands-mères de temps en temps, lorsqu'elles meurent, donc elles laissent des bocaux avec les billets, ou c'est dans le tiroir de la cuisine, où il y a donc des billets cachés sous les couteaux. Mais c'est rare quand même. Donc, parce que il ne faut pas être un génie financier, même pas très futé pour comprendre que ce n'est pas une bonne idée. Si le taux d'inflation est 2% par an, donc la monnaie perd au bout de 20 ans, elle perd 40% de sa valeur, à peu près. 30% de sa valeur. Donc, on est perdant. Et si le taux d'inflation est encore plus élevé, on perd d'autant plus. Donc la question de savoir, donc comment est-ce qu'on détient de l'épargne? Donc forcément, détenir des liquidités, c'est pas une bonne idée. Et donc, sur le plan politique, c'est scandaleux parce que de cette manière, on enlève à la population normale, moyenne, etc., ou sans grande instruction financière, etc., on lui enlève le moyen, par excellence, qu'elle a toujours utilisé dans le passé pour se constituer une épargne. En indépendance par rapport au système financier. Donc là, ce n'est plus possible, c'est-à-dire c'est possible, mais ce n'est pas recommandable dans la situation actuelle. Donc on fait ce que tout le monde sait, à savoir, on fait des placements financiers et on achète de l'immobilier. On fait des placements financiers parce qu'à ce moment-là, il y a l'espérance d'un rendement du capital investi. Donc on est au moins partiellement compensé pour la perte du pouvoir d'achat de l'argent. On achète de l'immobilier parce que s'il y a progression générale des prix, on peut espérer que l'immobilier va progresser en prix avec la moyenne générale, donc on n'est pas perdant. D'accord ? Et donc effectivement, c'est ce qu'on fait. Donc j'ai dit, encore une petite parenthèse. J'ai dit donc le taux d'inflation est donc toujours positif. Donc autour de 2%, 3%, 4% ces 20, 30 dernières années. Et ce n'est pas par accident. Donc on pourrait penser que voilà, on pourrait pousser la chose plus loin. On pourrait pousser la chose à, mettons, 20%, 25%, etc. Ce serait encore mieux pour le gouvernement, parce qu'il y a davantage de création monétaire, etc. Mais il y a un équilibre à garder. Si la création monétaire est trop forte et le taux d'inflation devient trop fort, donc on désincite complètement l'épargne. L'épargne sous forme monétaire. Les gens ne détiennent plus de l'argent liquide. Et ceci crée un problème pour le système bancaire. S'il y a moins de dépôts, les banques peuvent créer moins de monnaie, moins de crédit. Donc aujourd'hui, elles ne le font pas pour d'autres raisons, parce que la situation est très fragile. Donc il y a réticence de la part des investisseurs à s'endetter et aussi des ménages à s'endetter. Mais mettons que l'économie ne soit pas encore fragile, donc il y a très peu de dettes, etc. pour le moment. Si le taux d'inflation est 20%, 25%, il y aurait très peu de gens qui détiennent une épargne significative sous forme d'un livret A ou sur le compte courant. Et si ce n'est pas le cas, alors les banques commerciales ne pourraient pas créer beaucoup de monnaie, ne pourraient pas octroyer beaucoup de crédit. Donc, le monde idéal pour une banque à réserve fractionnaire, le monde idéal pour les grands débiteurs qui souhaitent donc utiliser le marché de crédit, c'est un monde où il y a taux d'inflation positif,
qui décourage la thésaurisation, mais pas trop fort pour avoir toujours donc un très riche marché de crédit à disposition. Et c'est voilà. Donc, et c'est exactement le monde qu'on avait créé donc, au courant des 30 dernières années. Dans les années 70, il y avait exagération, et justement, donc, ceci s'est répercuté sur le système financier de manière négative. Mais depuis donc, les années 1980, donc, partout, mais pas partout, mais aux États-Unis, en Allemagne, mais aussi en France, en règle générale, on poursuit ce type de politique. Donc, la conséquence sont deux choses. Il y a une demande donc, supplémentaire pour ce qu'on pourrait appeler donc, les biens de patrimoine, les titres financiers et immobiliers. Une demande supplémentaire. S'il n'y avait pas un taux d'inflation de prix positif et permanent, une bonne partie de l'épargne serait détenue sous forme de thésaurisation et une autre partie détenue sous forme de l'immobilier et des titres financiers. Voilà. Maintenant, donc, dans un environnement inflationniste prix, il y a une demande supplémentaire qui est créée pour ces biens de patrimoine. C'est pour se protéger contre l'inflation que les gens commencent à acheter davantage d'immobilier qu'ils n'auraient acheté autrement. C'est qu'ils commencent à investir davantage dans les produits financiers qu'ils n'auraient investi autrement. Et ceci explique pourquoi donc, il y a maintenant un écart plus grand entre le patrimoine d'un côté et les revenus d'un autre côté. Le patrimoine sert maintenant aussi à se protéger justement contre l'inflation. Donc, sur le marché du crédit, pour rester encore une seconde sur le marché du crédit, il y a donc évolution dans les deux sens. Donc, il y a donc une offre, donc une demande supplémentaire pour les titres financiers, mais il y a aussi une offre supplémentaire artificielle des titres financiers. Donc, on a ici donc, les fonds prêtables donc, sur le marché financier, sur le marché du crédit. Donc, offre et demande. Et donc, sous l'impact de ce que je viens de discuter, la demande pour les titres financiers augmente. Voilà. Et dans le même environnement, il y a encore autre chose qui se passe, à savoir l'offre de titres financiers augmente également. Il y a davantage de gens qui sont prêts et qui veulent s'endetter. Pas en ce moment, mais au courant des 30-40 dernières années. Pourquoi? Parce que dans un environnement inflationniste, les prix progressent sans cesse, il devient rationnel de s'endetter pour financer ces investissements. Pour tous les secteurs, que ce soit les ménages, l'État, les administrations publiques et les firmes. Pour les ménages, donc ça c'est une expérience que nous avons tous, c'est-à-dire la plupart dans cette salle sont des gens en règle générale ici, déjà qui ont une vie professionnelle. Une des premières choses qu'on fait lorsqu'on quitte l'université, on a décroché un boulot quelque part, on s'endette, on prend un crédit bancaire pour acheter une maison. Et la raison pour laquelle nous faisons ça, c'est que en s'endettant maintenant et en s'endettant à un taux fixe, je peux espérer que le service de la dette va s'alléger de plus en plus dans la mesure où donc, le temps passe. Le temps passe, où les prix augmentent. Ma rémunération va augmenter avec la progression générale des prix. Même si je reste aussi bête que je suis maintenant, au moment où je quitte donc, l'université, j'apprends jamais rien, je languis, etc. Je ne m'intéresse à rien du tout. Il n'y a aucune augmentation de ma productivité. Même à ce moment-là, je peux espérer que mon revenu augmente, juste parce que tous les prix augmentent. Les entreprises dépensent davantage sur les facteurs de production. Et si mon revenu augmente, ça veut dire que la part relative, le poids du service de la dette dans mon budget mensuel diminue. Donc, c'est tout à fait rationnel, tout à fait recommandable de s'endetter pour acheter un bien de capital fixe ou un bien
de patrimoine fixe, à un taux d'intérêt fixe, assez tôt, aussi tôt que possible. Et pour la même raison, donc on avait aussi souscrit, plus aujourd'hui, mais dans le temps, donc aux assurances vie. C'est la même chose, le même principe. Donc, les ménages s'endettent davantage donc, sur le marché de la dette. Donc, l'offre de crédit augmente. Même chose du côté des entreprises. Les entreprises ont la même motivation. En investissant maintenant et en travaillant dans une économie où il y a progression permanente des prix, on peut espérer que les revenus futurs vont être supérieurs au chiffre d'affaires présent, même si les produits ne deviennent pas spectaculairement mieux que précédemment, même si la position concurrentielle de la firme ne s'améliore pas par rapport à ses concurrents, on peut espérer une augmentation des revenus monétaires. Et donc, si on s'endette un taux fixe, on est gagnant. Donc, l'offre de crédit augmente encore, donc les entreprises. Et finalement, comme nous le savons, donc, les gouvernements s'endettent très fortement. Déjà pour cette raison que je viens d'évoquer, parce que pour un gouvernement, c'est la même chose. S'il y a progression donc, de tous les prix, donc de tous les revenus, mais les recettes de taxation vont donc augmenter à l'avenir. Donc si le gouvernement s'endette maintenant à taux fixe, il est gagnant. Donc déjà pour cette raison, ils vont augmenter encore la demande de crédit, c'est-à-dire offre de titres de promesses, donc de titres financiers. Et dans le cas du gouvernement, il y a évidemment encore un autre facteur qui joue un rôle, à savoir l'aléa moral, ce que nous appelons donc, en analyse économique l'aléa moral, c'est-à-dire une incitation à se comporter de manière irresponsable, incitation à utiliser davantage de ressources qu'on possède. Et cette incitation est donc donnée pour l'État, puisque l'État est le créateur du statut légal particulier qui permet la création monétaire ex nihilo. Sans le soutien de l'État, sans le monopole que l'État octroie à la monnaie de la Banque centrale, sans les lois qui créent donc un cours légal ou un cours forcé pour les billets de la Banque centrale, et la Banque centrale ne pourrait pas aller très loin avec sa création monétaire. Donc l'État peut être sûr de la fidélité de la Banque centrale. La Banque centrale a intérêt à respecter les besoins du gouvernement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce que tout le débat se déroule autour de la politique monétaire, se déroule autour des besoins financiers des gouvernements en difficulté. Donc, puisque les gouvernements le savent, voilà, donc l'offre, donc ils s'endettent encore au-delà de ce qui est raisonnable, au-delà de ce qu'ils pourraient espérer en termes de revenus. Si vous regardez l'évolution des revenus de taxation des gouvernements au courant des 30 dernières années, cette progression est bien moins nette que la progression de la dette publique. La progression de la dette publique est plus importante encore que la progression de la masse monétaire. Et c'est parce que les gouvernements espèrent, et à raison, qu'on ne va pas les laisser périr, on ne va pas les laisser tomber dans l'insolvabilité, parce que la Banque centrale est derrière et elle peut, en principe, rembourser la dette publique par la création monétaire. D'accord ? Donc, aléa moral, du côté des banques centrales, il y a encore deux autres aléas moraux qui entrent en jeu. Aléas moraux des investisseurs, parce que les investisseurs savent que les gouvernements ne peuvent pas faire faillite en pratique tant qu'il y a soutien de la part des banques centrales. Donc, la demande de crédit augmente encore. Acheter du crédit, ça c'était l'équilibre initial. Et donc le marché du crédit a donc un volume beaucoup plus important. Et finalement, donc, il y a aussi aléa moral de la part des partenaires immédiats de la Banque centrale qui se trouvent dans le secteur privé. Donc, pas maintenant le gouvernement, mais banques commerciales notamment. Mais aussi d'autres firmes financières.
Donc les banques commerciales savent que la Banque centrale est susceptible de les soutenir parce que la Banque centrale a une mission publique qui est la stabilisation du taux d'inflation. Comment est-ce que la Banque centrale remplit cette mission? Comment est-ce qu'elle poursuit sa mission? En modifiant la masse monétaire. Si elle souhaite que le taux d'inflation prix augmente, elle crée plus de monnaie. Si elle souhaite que le taux d'inflation baisse, elle crée moins de monnaie. C'est aussi bête que ça. Hein, la mécanique de base est ça. La difficulté pour la Banque centrale, c'est que la plus grande partie de la masse monétaire est créée par les banques commerciales. Ce n'est pas elle qui crée la plus grande partie de la masse monétaire globale, elle crée juste la monnaie de base. Ce sont les banques commerciales qui créent donc cette monnaie scripturale, donc secondaire, une monnaie secondaire, par rapport à la monnaie de base. Mais c'est la plus grande partie de la masse monétaire. Donc si la Banque centrale veut remplir son contrat, si elle veut réaliser sa mission, stabiliser le niveau des prix, elle doit veiller sur les banques commerciales. Elle doit s'assurer à ce que les banques commerciales créent toujours assez de monnaie. Et surtout qu'il n'y ait pas de variation brute, donc il y a un choc monétaire. Donc elle a intérêt à soutenir, à empêcher donc les effondrements bancaires par des crédits bon marché notamment, et en collaborant avec l'État, si les crédits supplémentaires sont insuffisants, s'il faut donc des fonds propres supplémentaires, à ce moment-là, l'État doit procurer ses fonds propres avec un financement qui vient des banques centrales. Donc l'État s'endette pour injecter des fonds propres dans les banques, et voilà, c'est ce qu'on avait observé ces dernières années. Donc aléa moral aussi, donc du côté des banques commerciales, donc l'offre de crédit augmente encore. Donc finalement, on est quelque part ici, donc il y a donc un équilibre sur le marché du crédit qui en pratique se fait à un volume beaucoup plus élevé que sans création monétaire, que l'équilibre qu'on aurait sans création monétaire ex nihilo. Et c'est ce que je vous ai dit hier, donc si on n'avait pas la monnaie fiduciaire, très probablement, et surtout, donc, pas surtout, mais aussi banque à réserve fractionnaire, le marché du crédit ne serait pas très grand. Alors, ce serait une petite fraction de ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le marché du crédit aux États-Unis est à peu près 100 billions de dollars, pas milliards, 100 billions de dollars, et sans monnaie fiduciaire, je ne sais pas ce que ce serait, mais ce serait, donc le marché des actions, c'est 20 billions de dollars, 25 à peu près. Donc sans monnaie fiduciaire, probablement le marché du crédit serait une fraction du marché des actions, donc dans l'ordre de 2, 3, 5 billions de dollars. C'est mon estimation, je n'ai pas la boule de cristal, mais c'est une petite fraction de ce que c'est aujourd'hui. Donc là, mon graphique ne représente même pas la dimension quantitative à laquelle il faudrait s'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais. Ah oui. Ah là là là. Qu'est-ce que j'ai? Ah non. Hop là. Voilà. Donc, c'est donc d'un point de vue économique autrichien. Donc c'est l'interventionnisme de l'État, mais surtout l'interventionnisme monétaire, qui explique, ou au moins fournit une clé de lecture, parce que c'est vrai, pour le moment, on n'a pas pris en considération d'autres facteurs possibles. Mais ça, c'est le facteur que les Autrichiens souligneraient en premier lieu, qui explique donc cette évolution qu'on observe, qu'on a observée au courant des 40 dernières années. Donc très forte donc, inégalité grandissante des revenus au sein de la société américaine, inégalité d'autant plus grande encore sur le plan des patrimoines, bien plus grand que sur le plan des revenus, et donc l'écart grandissant entre l'économie réelle d'un côté, donc qui crée des revenus courants, et l'économie financière, qui regroupe donc les patrimoines, notamment les patrimoines financiers. Et maintenant, voilà, j'ai le signal, donc je ne parviens plus, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, c'est pour ça que j'ai commencé à rédiger un ou deux articles sur la question, je ne parviens plus à parler des collègues Piketty. Mais donc, alors,
pour faire la chose brièvement, donc, pour Piketty, il y a deux sortes d'interrogations. Première, c'est donc la qualité de données. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, sauf pour dire que un problème que beaucoup d'autres collègues ont avec ça, et moi aussi, c'est que parfois il n'est pas clair quelle est la provenance des données. Ça, c'est un problème qui peut être résolu relativement facilement. Donc on ne sait pas toujours d'où viennent les données. Deuxièmement, même si on accepte donc la qualité assez bonne, donc l'évolution telle qu'il a décrite existe, au moins en ce qui concerne les 100 dernières années, son interprétation est très farfelue. Donc son interprétation, l'explication qu'il donne est très farfelue. Et il ne prend pas du tout en considération l'influence du système monétaire. Il a donné certaines entrevues que j'ai vues où il a dit « Ah oui, le système monétaire exerce une très forte influence. » C'est très bien de réaliser que tel est le cas, mais seulement où est-ce que ça se trouve dans ses écrits? Il n'y a aucune référence au système monétaire dans son explication, donc dans les travaux publiés. Il dit ça à la télé ou peut-être à la radio lorsqu'il donne une interview pour un journal. Il dit, ah oui, certes, ça joue une très forte influence, mais alors quoi? Parce que si le système monétaire joue cette influence, et joue l'influence selon les mécanismes que j'ai expliqués aujourd'hui, mais ceci explique peut-être tout de l'évolution, ou 80% de l'évolution qu'il a décrite, et donc son explication un peu ad hoc n'est plus nécessaire pour expliquer le phénomène. Voilà, je vais rester sur ce point-là. Merci de votre attention.